La corporalité des voix, Beckett, Tarkos, Apergis, par Anita Malouf et Silvio Ferraz. Cette communication a pour but d'explorer les puissances de la voix dans certains projets poétiques et musicaux contemporains qui la prennent comme un élément privilégié. Ce sont les cas de l'écrivain et dramaturge Samuel Beckett, du compositeur Georges Apergis et du poète Christophe Tarkos, tous les trois marqués par des productions artistiques qui ont toujours cherché une relation directe avec l'art de la performance vocale. Nos prémices sont les notions d'écoute liées à la musique au long du XXe siècle et avec elles ce que le compositeur Luciano Berio a appelé musicalité présente aux particules libres, peut-être inspirée par les paroles en liberté des futuristes. Mais en tout cas, dans le désir de libérer les sons et les mots des contraintes de la syntaxe. À côté de cela, il faut ajouter la présence d'une nouvelle image de la voix opérée par la littérature emblématique de Samuel Beckett, référence à la fois pour Berio, pour Tarkos et aussi pour Apergis. On souligne que, de plus en plus, la littérature de Beckett s'approche de la voix dans un effort de faire devenir sensible le flux des voix dans l'écrit. Cette écriture déterritorialise l'écrit par la voix. C'est le geste inventif de la trilogie romanesque des années 50 dans l'emblématique Voix sans propriétaire de l'innommable. Une voix devenue personnage elle-même, un roman qui raconte les mouvements des flux des voix, vide, autonomisé des sujets, autonomisé même des corps comme leur support. Ce sont les corps des voix qui sont au centre de la scène. L'écrit est envahi par les répétitions et gestes de l'oral, par l'acte de parler et toutes ses implications musculaires, les habitudes de parole, les manières régionales, ce sont derrière les inflexions de cette voix. C'est ce qu'un texte comme Pas moi, Not I, nous montre exemplairement. Tiny little thing before his time in a godfather. What? Girl, yes. Tiny little girl. Into this, out into this. Before her Ici, time. on voit la présence corporelle du texte en tant que corps des mots, mais surtout en tant que voix audible et sensible, même dans le silence de la page. Son écriture est traversée par cette approche. Ils sont connus les efforts de Beckett pour une notation précise du rythme et du silence, son rencontre avec Igor Stravinsky pour une aide à la notation plus juste du tempo. Ces expérimentations de performance pour les enregistrements des pièces radiophoniques comme Cascando, Paroles et musique, Raw for Radio, et ces infatigables travaux avec les comédiens pour la réalisation la plus précise. Cette stratégie semble forcer la lecture à haute voix, en sollicitant la présence de l'articulation musculaire du visage, sa sonorité, son rythme et la respiration. Un appel au corps plusieurs fois dû à la présence des répétitions des mots et des phrases incomplètes, ou encore à des mots isolés sans signification précise, comme chez le bref texte Bing. Ce procédé est repris par le poète Christophe Tarkos dans ses performances, mais aussi dans son écriture. Comme si le poème écrit internalisait le geste vocal, dans son cas, résultat d'un exercice d'improvisation des poèmes, plusieurs fois né de l'oralité, de l'invention en temps réel. Le petit bidon. On a un petit bidon, un bidon d'huile sur la table, un petit bidon vide, un petit bidon normal, normalement sur la table, avec du vide dedans. Il est fermé, mais il est vide. Si on regarde dans le petit bidon, on a du vide. Tarkos On n'a reprend rien. cette idée du flux de voix sur le concept de pas-de-mots, selon lequel il n'y a jamais les mots isolés, mais toujours des mots pris dans un ensemble, toujours des agrégés des mots, qui forment une pâte, une masse composée des mots. Tarkos dit que dans la parole, les mots sont à tel point mêlés, englués, qu'on ne peut plus les séparer. Je cite, «
La liste des mots qu'il faut fusionner donne une pâte molle, d'où le fait que tout ce que l'on dit a un sens de pâte, a une pâte de sens, prend la forme d'une pâte. Fin de citation. On peut donc dire que sa poétique est faite de ces textes masses, textes pâtes, conçus comme des flux vocaux qui deviennent ils-mêmes des corps sonores et rythmiques. Ma langue est poétique. Christophe Tarkos. Ma langue est poétique. Ma langue est absolument poétique. Ma langue est immédiatement poétique. Ma langue est poétique. Ma langue est poétique et un leitmotiv poétique. Ma langue est poétique et poétique. Ma langue est poétiquement désirée. C'est un désir de langue poétique. Une langue poétique. Une langue poétique. Ma langue est une langue poétique, ma langue se répète poétiquement, ma langue est une répétition poétique, ma langue s'agence poétiquement, ma langue est un désir de langue. Soit Beckett, soit Tarkos ou encore un compositeur comme Georges Apéris travaillent les trois sur une idée très similaire, écrire par des protophrases, comme en musique l'idée de protomélodie. Écrire par des phrases incomplètes qui jettent le lecteur sur la sonorité même du mot, sur sa durée, temps et spatiale. Les protophrases n'ont pas de signification immédiate, donc elles mettent en cause l'abstraction des significations et ouvrent l'espace à la sonorité. En reprenant les mots mis en boucle, c'est le son qui est mis en cause, comme a observé Pierre Schaeffer dans son traité des objets musicaux. Et avec le son, des phonèmes. Nous sommes en face aussi à des relations concrètes de durée chronoperceptive des paroles et aussi face à l'articulation musculaire que les mots nous imposent. On commence à lire à haute voix. Comment le bloc de béton se retrouve, trouve-t-il dans le paysage? Pas de trace de transport ou de véhicule. Mais il ne s'agit pas d'une écriture de l'abstrait. Les paquets de signification, les abstractions sont toujours présents. Ce n'est pas une reprise de la poétique phonétique des futuristes et dadaïstes, ni même la poésie sonore de la première moitié du XXe siècle. La signification, elle y est présente. Cependant, elle se cache, elle se révèle doucement, prenant aussi le temps et espace de sa construction. Nous sommes devant le corps du flux des mots lui-même. La voix ici est conçue comme un corps en elle-même, et au lieu d'avoir la fonction de transmettre un contenu ou donner corps à une mélodie, par exemple, la voix acquiert une autonomie et devient corps sensible et palpable, capable d'affecter les autres corps, de créer des rythmes corporels nouveaux. On dirait qu'il s'agit de faire corps avec les voix, d'être emballé par ses mouvements, par sa durée. Il nous semble pertinent de faire ici une référence aux idées sur les temps proposées par le compositeur Yannis Xenakis, surtout quant à la distinction entre la dimension hors-temps, temporelle et en-temps. Le hors-temps serait ce lieu où les données sont abstraites, hors d'une relation causale, cause-conséquence, comme c'est la signification, comme le cas du langage verbal. Le domaine temporel, c'est où il se peut concevoir déjà des objets, comme des objets sonores en comprenant de petites séquences qui ont le pouvoir de créer des petites mémoires d'écoute chez l'auditeur. Et finalement, le domaine en temps, lieu où les objets temporels sont mis en ordre d'une façon que les états actuels sont les circonstances des états futurs. Chez Xenakis, 3 pôles de condensation. Cette petite remarque est importante pour l'idée que nous proposons ici d'une écriture poétique qui est liée à Beckett, puis à Tarkos et à Apéris, qui met dans un contrepoint intensif la dimension abstraite du hors-temps avec la concrétude temporelle des mots quand devenus paroles et aussi la mise en forme des phrases dans une dimension en temps, comme s'il proposait une écriture qui provoque l'émergence du temps réel, soit de la lecture ou de l'écoute. C'est la